Il y a 3 mois, j'étais dans un tribunal à Seattle et j'ai vu mon monde s'écrouler. Mon mari, Ethan, ne m'a pas regardé une seule fois, tandis que le juge lui accordait tout. Notre maison de 5 millions de dollars au bord du lac, la garde exclusive de nos enfants et la vie que nous avions construite ensemble. Au coup de marteau, il s'est penché vers moi juste le temps de murmurer. « Tu ne reverras plus jamais tes enfants. » Ces mots m'ont anéanti. Pendant 3 jours, j'ai roulé, hébété, à moitié vivante, jusqu'à atteindre l'ancienne maison de ma mère dans le Vermont, un endroit paisible où flottaient des odeurs de pain, de poussière et de souvenirs que je n'étais pas prête à affronter. Je pensais que le chagrin était ma punition. Je pensais que la perte de tout était la fin. Puis, en rangeant la cave, j'ai trouvé une chaudière qui semblait suspecte. Derrière, un coffre-fort était dissimulé. Le code était ma date de naissance. À l'intérieur, une lettre commençait ainsi. « Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé. » Pendant 16 ans, j'ai cru avoir tout pour être heureuse. Un mari qui faisait rire tout le monde aux fêtes, 2 magnifiques enfants qui barbouillaient les murs de la cuisine de leurs empreintes digitales, et une maison aux murs de verre qui scintillait au-dessus du lac Washington, comme un rêve que nous avions bâti ensemble. On me disait souvent, « Nora, tu as tellement de chance. » Et pendant longtemps, je les ai crus. Ethan et moi nous sommes rencontrés à la fac. Il était charmant, magnétique, toujours le plus exubérant. J'étais la discrète, l'organisée, celle qui pensait que l'amour pouvait tout arranger. Mais l'amour n'est pas une panacée. C'est un miroir. Et un jour, je m'y suis regardée et je n'y ai rien vu. Tout a commencé par de petites choses. Ethan travaillait tard, son téléphone toujours face cachée. Un nouveau parfum qui n'était pas le mien. Un jour, je lui ai demandé « Il y a quelqu'un d'autre ?» Il a ri, m'a embrassé sur le front et m'a dit « Tu devrais vraiment arrêter de trop réfléchir. » Mais la chaleur dans son regard avait disparu. Des semaines plus tard, Sophie trouva un message sur son téléphone provenant d'un contact enregistré sous le nom de M. « J'ai tellement hâte de te revoir ce soir. » Mon cœur s'arrêta. Je voulais croire à un malentendu, mais même les mensonges laissent des traces, et celle d'Ethan était indéniable. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas cherché à nier. « Et alors, s'il y a quelqu'un d'autre ? Peut-être que j'en ai eu marre de marcher sur des œufs avec toi, dit-il froidement. Des œufs avec moi ? C'est moi qui nettoyais, qui prenais soin de nous, qui construisait tout ce que nous avions, tandis qu'il s'éloignait de plus en plus. Un mois plus tard, les papiers sont arrivés. Le divorce. Son avocat m'a accusé d'être instable, émotionnellement imprévisible, financièrement négligente. Il m'a dépeinte comme une femme au bord du gouffre. Assise dans la salle d'audience, j'ai compris qu'Ethan ne me quittait pas seulement. Il m'effaçait. Quand le juge a rendu son verdict en sa faveur, il n'a pas bronché. Il n'a même pas cligné des yeux. Et quand ce fut terminé, il s'est penché en avant et a murmuré la phrase qui allait hanter mes cauchemars. « Tu ne reverras plus jamais les enfants. » Cette nuit-là, je suis restée seule dans ma voiture, devant le tribunal, à regarder la pluie brouiller les lumières de la ville. Mon reflet dans la vitre était fantomatique. La femme qui avait tout possédé avait disparu. Alors j'ai emballé ce qui restait de ma vie dans une simple valise et j'ai pris la route vers l'est, loin de la maison, loin du bruit, loin de cette version. De moi-même, morte dans ce prétoire, retour au Vermont, au seul endroit où flottait encore l'odeur de ma mère sur les murs. Je ne le savais pas encore, mais je ne rentrais pas pour faire mon deuil. Je rentrais pour révéler tout ce qu'elle m'avait caché. J'avais toujours cru que la justice était aveugle, que la vérité avait sa propre gravité tranquille. Mais le jour où je suis entrée dans la salle d'audience, j'ai compris que la vérité ne vaut rien quand les mensonges sont habillés de costumes sur mesure. Ethan était assise en face de moi, impeccable et calme, flanqué de son avocate, Marianne Cross, une femme à la voix tranchante comme un rasoir. Mon avocat, Daniel Perez, m'a chuchoté avant le début de l'audience. « Du calme, Nora. Ils vont vous faire passer pour la responsable. » Ils n'ont même pas eu besoin d'essayer. Marianne m'a dépeinte comme une épouse hystérique et dépensière, incapable de gérer ses émotions ou nos finances. Elle a dit que je retirais de l'argent en secret, que je sabotais la carrière d'Ethan, allant même jusqu'à insinuer que je mettais les enfants en danger émotionnel. Son ton était un venin mielleux. Chaque mot semblait répété, chaque accusation parfaitement calculée. Tandis qu'elle présentait des preuves relevés bancaires, courriels que je n'avais jamais écrits, capture d'écran de messages prétendument envoyés depuis mon numéro, j'ai senti l'atmosphère se raréfier. La voix de mon propre avocat tremblait lorsqu'il a déclaré « Votre honneur, ces documents ne peuvent être authentiques. » Mais Ethan n'a pas bronché. Il gardait les yeux fixés sur la table, les mains jointes, avec l'expression d'un homme profondément blessé. « Ethan, ai-je dit en pleurant. Tu sais que ce ne sont pas de vrais documents, a-t-il finalement levé les yeux et murmuré.
Tu devrais peut-être te faire aider, Nora. Ce lien s'est brisé. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était l'anéantissement. Lorsque le juge a statué en sa faveur, lui accordant la garde exclusive et la propriété de notre maison à 5 millions de dollars, j'ai eu un tel bourdonnement dans les oreilles que j'ai à peine entendu le verdict. Ce fut comme un coup de feu. Sophie sanglotait doucement près de la sœur d'Ethan. Liam refusait de me regarder. J'avais envie de crier, de me précipiter vers eux, de les serrer une dernière fois dans mes bras, mais le policier me barrait le passage. Dehors, l'air de Seattle était froid et métallique. Ethan me suivit en badé. Marches do Paletta Justice. Sa cravate était impeccable. Son sourire était naturel. Tu ne reverras plus jamais les enfants, dit-il en se penchant si près que je pus sentir son parfum. Pas après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, murmurai-je, la voix brisée. Tu m'as détruite, Ethan. Il haussa simplement les épaules. Tu l'as bien cherché. Ce jour-là, je suis parti sans rien. Ni enfant, ni maison, ni identité, juste une liasse de papier qui, en langage juridique, déclarait que je n'étais rien. Pendant des semaines, je suis resté au motel, à compter les dollars qu'il me restait sur ma carte de crédit. Je fixais mon reflet dans les miroirs de la salle de bain, essayant de reconnaître la femme qui me fixait. Je ressemblais à ma mère, les yeux fatigués, une tristesse sourde, de celle qui vous ronge de l'intérieur. Un matin, j'ai aperçu son adresse sur l'enveloppe du Vieux Testament de ma mère, Maple Hollow, dans le Vermont. Je ne me souviens pas avoir décidé d'y aller en voiture. Je me souviens juste de cette impression que, peut-être, dans cette petite maison nichée dans les bois, je retrouverais la part de moi-même qu'Ethan n'avait pas encore détruite. Il m'a fallu 3 jours pour atteindre le Vermont. À mon arrivée, la neige tombait. La maison de maman se dressait silencieusement sous les arbres, ses fenêtres luisant faiblement sous le reflet de mes phares. Elle était censée être un refuge, un lieu de guérison, mais elle est devenue la porte d'un secret qui m'attendait depuis toujours. Cette première nuit dans le Vermont, je n'ai pas fermé l'œil. La maison craquait à chaque rafale de vent, comme pour se souvenir de moi ou m'avertir. L'odeur de ma mère flottait encore légèrement dans l'air, savon à la lavande, vieux livres et café. Elle m'a envahi comme un fantôme qui m'étreignait trop fort. Je me suis dit que j'étais venu ici pour me reposer. Mais le repos était impossible quand chaque recoin murmurait son nom. Le lendemain matin, j'ai commencé à nettoyer le sous-sol. C'était la façon dont maman s'en sortait. Chaque fois que la vie partait en vrille, je nettoyais, triais et remettais de l'ordre dans le chaos. Je crois que je tiens ça d'elle. L'air en bas était froid et lourd de poussière. Des étagères remplies de boîtes étiquetées tapissaient les murs. Les projets scolaires de Nora. Noël 2006. Des reçus d'impôts. Chaque boîte était une petite capsule temporelle. Alors que je prenais une vieille boîte de photos de famille, mon pied a buté contre quelque chose d'inégal. Le four. Il y avait quelque chose qui clochait. Il n'était plus aligné avec le mur comme avant. Je me suis accroupi et j'ai passé mes doigts sur le sol. Des rayures, de fines rainures dans le béton, encore assez fraîches pour retenir la poussière différemment. Pendant un instant, je suis resté là, à le fixer, le cœur battant la chamade. « Maman, qu'est-ce que tu faisais là ?» ai-je murmuré. J'ai essayé de ne pas y penser, mais la curiosité est un vilain défaut, surtout quand on a tout perdu. J'ai fermé le robinet de gaz, pris une clé dans ma vieille boîte à outils et commencé à desserrer les boulons. La chaudière ne bougeait pas d'un pouce. Elle gémissait comme si elle était vivante et résistait. Après l'avoir poussée de quelques centimètres, la sueur avait traversé ma chemise. C'est alors que j'ai aperçu une faible silhouette métallique dans le mur. Une petite porte carrée, grise et pâle, de la taille d'une boîte à chaussures, un coffre-fort. Un instant, j'ai cru à une plaisanterie, un vestige de l'ancien propriétaire. Mais maman avait vécu ici pendant 30 ans. C'était son secret. J'ai épousseté et passé mes doigts sur le cadran. Pas d'étiquette, pas de chiffres usés, juste du métal froid. Mes pensées s'emballaient. Que pouvait bien cacher maman? Des bijoux, de l'argent, ou pire. Puis un souvenir m'est revenu, un souvenir qui n'avait jamais eu de sens jusqu'à présent. Chaque année, pour mon anniversaire, maman m'appelait à 6h42 précise. Elle disait que c'était l'heure de ma naissance. Elle ne l'avait jamais manqué, pas une seule fois. J'ai fermé les yeux, inspiré profondément et tourné le cadran. Droite 06, gauche 42, droite 89, l'année de ma naissance. Clic, le son était si faible que je l'ai presque manqué. Mon cœur battait la chamade tandis que j'ouvrais lentement la porte. À l'intérieur, des liasses de billets de $100, maintenus par de vieux élastiques. Un classeur en cuir, plusieurs permis de conduire, tous avec la photo de ma mère mais des noms différents. Eleanor Ross, Mary Jensen, Clara Whitman, et tout en bas, une enveloppe scellée. Mon nom,
écrit dessus de sa main délicate. Anora, mon cœur, ma vérité. Mes mains tremblaient quand je les déchirais. La première phrase m'a fait flancher. Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin trouvé. Et je ne suis plus là pour te protéger. Le sous-sol m'a soudain paru plus petit, comme si les murs se refermaient sur moi. J'ai lu la phrase suivante, et tout ce que je croyais savoir de ma vie s'est brisé comme le verre de cette maison de Seattle que j'appelais autrefois mon foyer. Le papier tremblait entre mes mains. L'écriture de ma mère, soignée, précise, de la même encre bleue qu'elle utilisait pour ses listes de courses, semblait désormais un message venu d'un autre monde. Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé. Et je ne suis plus là pour te protéger. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis encore une autre. Chaque mot s'enfonçait plus profondément, plus lourd, comme des pierres qui m'entraînaient vers le fond. La lettre continuait. Ton vrai nom de famille n'est pas Wallace. C'est Romanelli. Ton père, Anthony Romanelli, a été assassiné par la famille criminelle Vescari à Chicago en 1991. J'étais là. J'allais mourir avec lui, mais j'ai survécu et j'ai fui. J'ai fui avec toi. J'ai retenu mon souffle. Mon père n'était pas mort dans un accident. Comme elle le disait toujours, il avait été assassiné. Le FBI nous a aidés à disparaître. Ils nous ont donné de nouveaux noms, de nouveaux papiers. Je suis devenue Claire Ross. Tu es devenue Nora. Nous sommes entrés dans un programme de protection des témoins et avons déménagé dans le Vermont sous surveillance fédérale. Vous étiez 4. Mes mains se sont glacées. Protection des témoins. Ma mère. Toute mon enfance n'avait été qu'une façade. Je continuais à lire. Désespéré, terrifié. Ils nous avaient promis que nous serions en sécurité si nous ne reprenions jamais contact avec qui que ce soit de notre ancienne vie. Mais la sécurité ne dure jamais. La famille Viscari n'oublie jamais. Il y a quelques années, j'ai recommencé à entendre des choses. Des questions, des regards. Ils nous cherchent, Nora. J'ai serré la page contre ma poitrine, le cœur battant la chamade. La maison semblait vivante, comme si les murs écoutaient. Il y a plus. Quelqu'un de proche de vous les a aidés à nous retrouver. Je pense que c'est votre mari. Les mots se sont brouillés. J'ai dû m'appuyer contre le mur. Ethan Wallace. Ce n'est pas son vrai nom non plus. J'ai trouvé des documents le reliant à Viscari Holdings, une société écran utilisée pour le blanchiment d'argent. Je ne sais pas s'il travaille pour eux volontairement ou s'ils l'ont démasqué. Mais Nora, il est impliqué. Votre mariage, votre entreprise, votre affaire, ce n'était pas un hasard. Les larmes me piquaient les yeux. J'ai murmuré fort. Non, non, maman. Ce n'est pas possible. J'avais envie de déchirer la lettre, de rejeter chaque ligne, mais une autre page s'est glissée hors du coffre, soigneusement pliée. Au fond du coffre se trouve une clé USB étiquetée « Projet Vermont ». Elle contient les documents que j'ai rassemblés avant de tomber malade. Des noms, des transactions, des photos. Si vous êtes en danger, appelez ce numéro. Agent Theodore Vance, service des marshals des États-Unis. Il a été chargé de nous protéger il y a des années. Dites-lui qui vous êtes. Dites-lui que je lui ai dit que le moment était venu. En bas, une dernière phrase écrite d'une main tremblante, l'encre légèrement bavée comme si elle avait pleuré en l'écrivant. Tu es plus forte que tu ne le crois, ma fille. Ce qui m'a détruite ne doit pas te détruire. Finis ce que j'ai commencé. Assise sur le sol froid du sous-sol, j'étais entourée de fantômes. Ma mère, mon père, la vie que je croyais avoir. Pour la première fois depuis des mois, mes larmes n'étaient ni pour Ethan, ni pour la maison, ni même pour mes enfants. Elles étaient destinées à la femme qui avait porté un secret si lourd qu'elle l'avait enfoui derrière un four. L'air me semblait plus rare. Mon pouls ne ralentissait pas. Je replongeai la main dans le coffre-fort, en sortis la petite clé USB noire et la tins à la lumière. Sur une face, une étiquette à peine visible, écrite de la main soignée de ma mère. Projet Vermont. Quelle que soit la vérité contenue sur cet appareil, elle détruirait tout à nouveau. Mais cette fois, j'étais prête à l'affronter. J. Rastaya Mobile. La lettre était ouverte à côté de moi, ses bords flottant dans le léger courant d'air qui s'échappait de la ventilation du sous-sol. Les mots tournaient en boucle dans ma tête. Votre mari travaille avec eux. Non, c'était impossible. Ethan n'était pas un saint, mais ce n'était pas un criminel. Il ne pouvait pas l'être. Je montai les escaliers en titubant, serrant la clé USB comme si elle me brûlait la peau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon ordinateur portable. Quand l'écran s'est allumé, j'ai hésité. Une partie de moi espérait encore qu'il s'agissait d'un malentendu. Une de ces élucubrations paranoïaques écrites par ma mère pendant sa maladie. Mais le dossier s'ouvrit facilement. À l'intérieur, des centaines de documents, rapports du FBI scannés, relevés de transactions, photos, et puis là, une photo d'Ethan.
assis dans un restaurant de Seattle avec un homme identifié dans le dossier comme Marco Viscari. La date, 2019. J'ai poussé un cri si fort qu'il a résonné. Mon estomac s'est noué. J'ai cru que j'allais vomir. J'ai feuilleté d'autres virements de Viscari Holdings à la société d'Ethan, Wallace Design Partners. 6 transactions pour un total de près de 450 000 $. Maman n'avait pas été paranoïaque. Elle avait raison. La trahison m'a frappé plus fort que le divorce n'aurait jamais pu le faire. Je me suis souvenu de toutes ces nuits où il était resté tard au travail. Les appels mystérieux, le calme étrange pendant notre procès. Ce n'était pas de l'épuisement, c'était calculé. Il les avait aidés. J'ai ouvert le dossier suivant. Un résumé du FBI datant de 1991. Réaffectation du témoin du meurtre de Romanelli, Claire Ross, pendant son témoignage. Alias. L'écriture de ma mère remplissait les marges de notes. Une ligne entourée d'un cercle rouge. Elles seront toujours là pour la génération suivante. Ma poitrine se serra. Mes enfants. Si Ethan travaillait pour eux, que leur avait-il dit? Où étaient Sophie et Liam maintenant? Je pris mon téléphone et composai son numéro d'une main tremblante. Directement sur sa messagerie. Je réessayai. Enfin, un message arriva. Ethan, arrête de me contacter. Tu es instable. Face-toi Soiner. J'ai failli hurler. Espèce d'ordure. J'ai hurlé dans la maison hide et frappé le mur de ma main. Ma voix s'est brisée et a résonné sur les poutres en bois. C'est alors que je me suis souvenu de la dernière phrase de la lettre de ma mère. Si tu es en danger, appelle à l'agent Theodore Vance. J'ai regardé le numéro inscrit de sa main. Mon pouce a hésité au-dessus du clavier. Ma respiration était courte et rapide. Fais-le, Nora, me suis-je murmuré. Que as-tu de plus à perdre? J'ai appuyé sur le bouton de sonnerie. La ligne sonna une fois, 2 fois, puis une voix d'homme, grave et posée. Vance prit la parole, et ma gorge se serra. Agent Vance, J.E.M. appelle Nora Wallace. Ou plutôt, je déglutis difficilement. Nora Romanelli. Ma mère s'appelait Claire Ross. Elle m'a dit de vous appeler. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Puis il demanda à voix basse, « Où êtes-vous en ce moment, madame ?»« Dans le Vermont. »« À son ancienne maison. »« Restez là. Fermez les portes à clé. Ne parlez à personne. » Nous attendions cet appel. Mes jambes menaçaient de flancher. « Oh, vous saviez pour moi. Nous surveillons les alentours de cette propriété depuis des mois. Nous pensons que le réseau Vascari a été réactivé après 30 ans. Vous n'en êtes pas sûre, Madame Wallace. » Sa façon de le dire, calme et posée, me glaça le sang. Je serai là dans 4 heures. N'ouvrez cette porte à personne d'autre qu'à moi. L'appel assis Tumina. Pour la première fois depuis que ma vie avait basculé, quelqu'un connaissait la vérité et me croyait. Mais cette prise de conscience en entraîna une autre. Si la police gardait cette maison, alors les gens qui me cherchaient en feraient autant. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Les bois, dehors, étaient sombres, silencieux, trop silencieux. Un frisson me parcourut les bras. J'éteignis les lumières, verrouillai toutes les portes et m'assis à la table. De la cuisine, la lettre de ma mère et la clé USB devant moi. Toute ma vie, chaque mensonge, chaque trahison, chaque chagrin, m'avait mené à cette nuit. Et avant que le soleil ne se lève sur les bois du Vermont, la vérité pour laquelle ma mère avait donné sa vie allait enfin frapper à ma porte. L'aube commençait à peine à poindre sur les collines du Vermont lorsque les 4x4 noirs s'engagèrent dans l'allée. Le ciel se teintait d'un orange pâle à travers la fenêtre de la cuisine, mais mes mains tremblaient encore de la nuit. 3 hommes en sortirent, tous vêtus de vestes sombres portant l'inscription « US Marshal ». Celui qui était devant, grand, les cheveux argentés et la voix capable d'apaiser une tempête, me tendit la main. « Madame Wallace, J.E.S.W.L. Agent Theodore Vance. Votre mère parlait souvent de vous. » Je poussai un cri d'effroi. « Tu la connaissais? »« Claire Ross. » Il hocha la tête. L'un des témoins les plus courageux que j'ai jamais protégés. Entendre son nom de la bouche d'un inconnu m'avait presque brisé. Ils m'ont suivi jusqu'au sous-sol. L'équipe de Vance a tout photographié. Le coffre-fort, l'argent, les cartes d'identité, la lettre. De temps à autre, les agents échangeaient des regards qui en disaient plus que des mots. Elle était méticuleuse, murmura Vance. Même 30 ans plus tard, elle vous a encore protégé. J'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis la veille. Ethan Montgomery. Avait-elle raison à son sujet? Vance m'a longuement fixé, comme pour évaluer la quantité de vérité que je pouvais supporter. Puis il a posé un dossier sur la table. À l'intérieur, des photos de surveillance, Ethan serrait la main de Marco Viscari, le même homme que celui de l'allée. Une autre photo montrait des virements bancaires, des sociétés écrans, toute une série de documents. Il était compromis, dit Vance d'une voix calme.
La famille Vascari l'a contacté par l'intermédiaire d'investisseurs immobiliers il y a 4 ans. Au début, c'était de petits réseaux, des réunions d'affaires anodines. Puis sont venus les prêts, les transactions. À la presse. Il était leur instrument avant même de s'en rendre compte. Je lui ai ligoté le cou. Alors, le divorce, le procès, tout était planifié. Vance avait atteint son but. Il devait te ruiner, t'isoler, te forcer à fuir. Cette maison n'a pas été choisie au hasard, Nora. C'est ce qu'il recherchait vraiment. Il pensait que ta mère avait laissé des preuves du témoignage initial qui pourraient les anéantir. J'ai eu le vertige. Elle a bien laissé des preuves. Tout est là. Et maintenant, c'est à nous. Vance a dit, le travail de ta mère pourrait être la clé pour mettre fin une fois pour toutes au réseau Viscari. Les agents ont passé des heures à cataloguer les documents. De temps en temps, Vance me regardait avec un regard à la fois protecteur et profondément triste. Le regard de quelqu'un qui avait gardé trop de secrets trop longtemps. Avant de partir ce soir-là, il s'est tourné vers moi. Nora, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas qu'une victime. Tu es un témoin. Et tout comme ta mère, tu es le dernier lien vivant qui nous relie à cette affaire. Que va-t-il se passer maintenant? Quoi? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Maintenant, dit-il, nous terminons ce qu'elle a commencé. Il me tendit un nouveau téléphone avec des contacts cryptés. Vous resterez sous protection fédérale, mais s'ils passent à l'action, et ils le feront, nous serons prêts. Après leur départ, un silence étrange s'installa de nouveau dans la maison. Le sous-sol était scellé par du ruban adhésif. Le secret de ma mère n'était plus seulement le mien. Assise sur le porche, je regardais les flocons de neige dériver dans la lumière du matin, murmurant à la forêt. « Tu l'as fait, maman. Tu as trouvé le moyen de me protéger, même maintenant. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les Vascari attendaient leur vengeance depuis 30 ans, et ils n'allaient pas s'arrêter là. 2 nuits plus tard, tout commença. Assise près de la fenêtre, phares éteints, une voiture inconnue ralentit devant la maison. Ses phares percèrent les arbres, puis disparurent. J'eus mal au ventre. J'appelai immédiatement l'agent Vance. « Ils sont là, n'est-ce pas ?» J'ai chuchoté. « Restez à l'intérieur », a-t-il dit fermement. « Nous les surveillons. » Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le moindre bruit, le craquement d'une planche de parquet, le bruissement des branches, me faisait battre le cœur à tout rompre. J'avais déjà tout perdu, mais je comprenais maintenant qu'il pensait encore que j'avais quelque chose à perdre. Le lendemain matin, les chefs de la police sont revenus avec un plan. Vance expliqua calmement, comme si c'était une procédure de routine, mais je voyais bien la tension dans sa mâchoire. « Nous allons prendre contact, » dit-il. « Nous avons besoin de la confirmation d'Ethan que nous enregistrons. » Ma poitrine se serra. « Vous voulez dire lui parler ?» Un appel enregistré. Il est notre lien avec le réseau Vascari. Ils installèrent le matériel d'enregistrement sur la table de la cuisine de ma mère. Mon téléphone était connecté via une ligne sécurisée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber quand ils m'ont fait signe de commencer à appeler. La ligne sonna 3 fois. Puis Nora. Sa voix était basse, prudente un instant. Je n'arrivais plus à respirer. « Ethan, pourquoi ?» Ma voix se brisa. « Pourquoi nous avez-vous fait ça ?»« Vous ne comprenez pas, » dit-il rapidement. « Ils ont dit que vous seriez en sécurité si je coopérais. »« En sécurité ?» ai-je craché. « Tu les as laissés me détruire. Tu les as laissés prendre nos enfants. Ils avaient promis de ne pas leur faire de mal. » Sa voix tremblait. « Si je faisais ce qu'ils me demandaient. » Et qu'est-ce qu'ils m'ont demandé, Ethan? Silence. Puis une profonde inspiration. Te ramener au Vermont. Te rendre désespéré. Ils ont dit que ta mère y cachait quelque chose. Des preuves de l'ancienne affaire. Les larmes brouillaient ma vue. J'ai murmuré. Tu as profité de moi. J'essayais de te protéger. Il a hurlé soudain. Tu crois que je voulais ça? Je voulais partir. Mais une fois qu'ils t'auront, Nora, tu ne sortiras pas. Tu feras ce qu'ils te diront jusqu'à ce que quelqu'un rende l'âme. J'ai entendu un des agents marmonner. On l'a. Le voyant rouge de l'enregistreur clignotait sans discontinuer. Vance hocha la tête, m'invitant à poursuivre. Où sont-ils maintenant, Ethan? Demandai-je. Je ne sais pas, répondit-il d'un ton sec. Ils ont dit qu'ils seraient à Portland. Si je parlais, si je le disais à qui que ce soit, ils prendraient les enfants ensuite. La communication fut coupée. Quelques minutes plus tard, Vance était à la radio. Les ordres fusaient. Suivez le signal. À la tombée de la nuit, ils l'avaient attrapé. Des agents fédéraux arrêtèrent Ethan et 3 hommes liés à l'organisation Viscari dans un hôtel de Portland. Dans leur chambre, ils trouvèrent des téléphones d'incendie, des notes de surveillance et une photo de moi prise quelques jours plus tôt à travers la fenêtre de mon salon.
Quand Vance m'appela, je ne savais pas si je devais pleurer ou m'effondrer. Il coopère, dit-il gentiment. Il s'avère que votre mari était autant une victime que vous. Ils ont menacé vos enfants. Ils se sont servis de lui pour obtenir le témoignage de votre mère. Un instant, je restais sans voix. Je voulais haïr Ethan. J'avais envie de crier, mais la vérité était plus cruelle que la haine. C'était de la pitié. 2 jours plus tard, la police a organisé un appel pour que je puisse parler à Sophie et Liam. Leur voix était faible, empreinte de peur. Mais quand Sophie a murmuré « Maman, est-ce que ça va vraiment ?» j'ai enfin laissé éclater mes larmes. « Ça va, ma chérie », ai-je dit doucement. « Et on sera bientôt de nouveau ensemble. Je te le promets. » L'enquête a ensuite progressé rapidement. Les dossiers du projet, le foyer sûr de maman dans le Vermont, ont donné au FBI les éléments dont il avait besoin. Relevé bancaire, nom, témoignage, tout convergeait vers la même famille criminelle qui avait ruiné sa vie 30 ans plus tôt. Pour la première fois depuis des années, la justice ne me semblait plus un rêve. Elle était réelle, palpable. La veille de l'audience, Vance s'est passé une dernière fois. « Tu as bien fait, Nora », a-t-il dit en posant une main apaisante sur mon épaule. « Ta mère serait fière. » J'ai esquissé un sourire. Elle m'a déjà sauvé 2 fois. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que son histoire se termine bien. Il hocha la tête. Alors demain, on finira ça. Tandis qu'il partait, je contemplais la neige qui tombait sur les vieux érables. Celui-là même où je grimpais enfant. Pour la première fois, le silence du Vermont ne m'effrayait pas. C'était une paix profonde. Cette paix que ma mère s'était battue toute sa vie pour m'offrir. 6 mois plus tard, la neige du Vermont avait fondu, laissant place à un printemps doux et verdoyant. Les voitures des Marshall avaient disparu. La maison n'était plus cernée par ces hommes silencieux, casque sur les oreilles. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais ouvrir les fenêtres sans crainte. Ethan a plaidé coupable d'agression sexuelle et d'entrave à la justice aux autorités fédérales. Son témoignage a contribué à démanteler la moitié du réseau Viscari, qui avait prospéré dans le silence pendant des décennies. À l'annonce du verdict en 15 ans de prison, dont 8 avec possibilité de libération conditionnelle, je n'ai pas éprouvé de triomphe. J'ai ressenti un poids plus lourd, comme celui de me libérer enfin d'un fardeau trop lourd. Il m'a écrit une fois de prison. L'enveloppe était courte, son écriture tremblante. Dis aux enfants que j'ai essayé de les protéger du mieux que je pouvais. Je suis désolé pour tout. Je n'ai jamais répondu. Certains mots méritent de rester sans réponse. Sophie et Liam vivent maintenant avec moi dans le Maine, dans une petite ville côtière où l'air embaume le sel et les pins, loin des mensonges. Ils guérissent d'une manière indescriptible. Le rire de Sophie est redevenu authentique. Liam peint des océans, des phares, des ciels d'orage. Je perçois leur douleur dans ses couleurs, mais aussi leur force. Parfois, quand je les tiens dans mes bras, Sophie me demande « Mamie était-elle vraiment une héroïne ?» Et je lui réponds « La vérité. C'était une héroïne qui ne voulait jamais que quiconque sache qu'elle l'était. » Le procès fédéral des membres restants de la famille Viscari commence cet automne. J'y serai comme témoin, comme survivante, comme la fille que ma mère a élevée dans le respect de la force de caractère. L'agent Vance m'appelle chaque semaine pour me préparer, mais parfois, nous discutons simplement. Il dit que la justice prend du temps. Je lui réponds que la guérison aussi. Un soir, je suis retourné en voiture dans le Vermont pour emballer les dernières affaires de maman. Le sous-sol était vide maintenant, la chaudière déplacée, le mur réparé, le coffre-fort enlevé depuis longtemps. Mais, debout dans ce lieu silencieux, je pouvais presque sentir sa présence. J'ai allumé une bougie sur l'établi et j'ai murmuré. « C'est fini, maman. Tu peux te reposer maintenant. » La flamme vacilla doucement, puis se stabilisa comme si elle m'avait entendu. Tandis que je fermais la porte à clé pour la dernière fois, je compris quelque chose qu'elle avait toujours su. Parfois, le pire ne vous détruit pas, il vous révèle. J'avais tout perdu autrefois. Ma maison, mon mariage, mon nom. Mais dans les décombres, j'avais trouvé quelque chose de plus fort. La vérité, mon courage et l'héritage d'une femme qui avait refusé de mourir de peur. Maintenant, alors que le soleil se lève sur la côte, je vois la lumière inonder la maison par les fenêtres et je murmure au vent. Nous y sommes arrivés, maman. Nous sommes libres.